un vaccin homologué à l'étranger et tout, on peut lui faire une deuxième dose d'un vaccin qui est accepté là où elle va aller. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr. toutes ces questions se font différemment, mais c'est la même question. Alors, les motivations sont multiples. Hein. Il y en a qui veulent un vaccin qui est homologué à l'étranger. Il y en a qui veulent non rester sur le classique, le vaccin inactivé. Mais il y a de quoi satisfaire toutes les personnes. Il faut juste aller se faire vacciner. Le problème, il est là. Ce n'est pas de réfléchir pendant 2 mois et ensuite de se retrouver avec des vaccins périmés. Donc là, encore une fois, on a du vaccin Janssen, qui est une plateforme virale non réplicative et qui est disponible, qui est encore dans une phase de validité. Voilà. Donc, il faut aller se faire vacciner. Pardon, je peux te reposer la même question parce qu'on l'a posée pour que tu le redises clairement. Si on ne peut pas assurer la deuxième dose d'Astra, comment on peut faire le vacciner avec la première? On vaccine avec la première, parce que ça veut dire ça, j'ai la disponibilité du vaccin. Je ne préjuge pas de ce qui va se passer demain, c'est-à-dire des vaccins qui vont arriver, que je vais avoir. Mais quel que soit le vaccin qui va arriver, je suis habilitée, autorisée à faire la deuxième dose avec un vaccin différent. Et encore une fois, on l'a dit, et on est habilité à faire cette première dose d'AstraZeneca avant qu'il se périme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez, là, je crois que c'est bon. Là, vraiment. Non, vraiment, c'est l'affaire de tous, là. Arrêtons de nous poser des questions voilà, alambiquées, quand on ne sait plus, on ne sait pas quoi. Non, on a du vaccin. Quel que soit ce qu'on a, on vaccine. On explique aux personnes. Écoutez, aujourd'hui, on fait ça. Et puis, votre appel, voilà. De toute façon, on peut faire des associations, etc. Et voilà, c'est votre force de conviction, c'est votre force de persuasion que vous allez mettre en avant pour rassurer les personnes et leur expliquer que… Et puis, ils peuvent aller regarder, c'est des histoires de tous les jours. Tous les jours, dans le monde entier, on a mixé, on a changé, on a fait un vaccin puis un autre. L'essentiel, c'est d'entretenir la réponse immunitaire dans l'organisme et de faire cet effet de stimulation et de booster. Alors non, pardon, on va demander quand même à Larinouna de nous répondre une dernière fois parce qu'il semble que pour les 2 doses de primo-vaccination, la plateforme, c'est ce que disent les confrères, n'accepte pas la vaccination hétérologue. Ah, d'accord, donc il va falloir modifier ça. Il faut… Oui, peut-être que l'informaticien va répondre à la question. Justement, peut-être que l'informaticien, parce que comme on n'a pas eu celui-là, je préfère que lui réponde parce qu'on n'a pas, j'ai pas… Il va. Pardon. Donc, on va noter ces questions et nous avons M. Benhamouda qui, à la fin, reviendra et on lui posera ces questions techniques un peu particulières que la vaccination hétérologue pour la primo-vaccination, est-ce qu'elle est autorisée ou non, on verra. Donc, on continue. Madame Loumi, Oui. elle va nous parler d'un élément très important et qui peut nous servir vraiment grandement si on le faisait convenablement, c'est la déclaration des effets indésirables. Et vous avez posé une question sur la co-administration et les effets secondaires et on va lui répondre après sa présentation. On a fait de mise au point au 29. Il fallait. Des vaccins. Je voulais juste mettre un petit peu en avant le Centre national de pharmacovigilance et de matériaux-vigilance. Donc, tout simplement pour vous montrer où doit aller la déclaration, où doivent aller aussi bien les notifications des médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et tout le reste, afin de vous présenter rapidement le Centre national de pharmacovigilance et matériaux-vigilance, dont CNPM.
Donc, ce centre a été créé en 1998. Il est sous l'égide du ministère de la Santé. Donc, le centre dépend du ministère de la Santé. Et son siège, c'est à Alger. Alors, ce centre, il a des responsabilités. Alors, premièrement, c'est de recueillir, exploiter, évaluer des informations qui sont relatives aux effets indésirables, donc de toutes les vigilances, si vous voulez. Il a comme obligation aussi d'organiser des enquêtes. Pourquoi des enquêtes? C'est pour voir la reproductibilité des effets indésirables, voir la véracité, voir si réellement il y a un lien de causalité entre l'effet indésirable et le médicament ou le vaccin ou le dispositif ou autre. Il a comme responsabilité d'animer et coordonner des actions des différents correspondants et collaborateurs intervenants dans le cadre d'un réseau national de pharmacomatériaux-vigilance. En Algérie, nous n'avons pas de centres régionaux de pharmacovigilance, mais nous avons des collaborateurs techniques en pharmacovigilance. Donc, nous formons chaque année des personnes qui travaillent avec le CNPM. Dans le cas où nous devons faire des enquêtes au niveau des différentes wilayas, ils sont présents pour pouvoir faire des enquêtes, pour faire aussi des liens de causalité. Et bien sûr, signaler sans délai au ministère de la Santé les informations qui sont validées. Les informations doivent être validées. On doit faire un lien de causalité, on doit évaluer l'effet indésirable pour réellement éliminer une pathologie sous-jacente. Avant d'éliminer une pathologie sous-jacente, je veux dire, nous devons évaluer une pathologie sous-jacente avant d'incriminer le médicament, le vaccin ou autre dispositif. Et bien sûr, proposer des actions correctives. Là, sur cette plaque, vous avez l'article 177 de la loi sanitaire de 2018. Sur cet article, cela mentionne que le professionnel de la santé a dans l'obligation de déclarer aux autorités sanitaires. Les autorités sanitaires, c'est le CNPM, puisque nous dépendons directement du ministère de la Santé. Donc, il faut déclarer au CNPM tout effet indésirable suite à l'utilisation d'un médicament, d'un vaccin ou alors à l'usage à titre diagnostique, thérapeutique ou prophylactique d'un dispositif médical. Et c'est à partir de cela que le CNPM doit évaluer et faire une imputabilité, donc un lien de causalité pour voir si réellement il y a un lien entre l'effet indésirable et le produit utilisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Tout doit être déclaré. Donc, déclarer les effets indésirables suspectés liés à la prise d'un médicament, vaccin, comme je le disais, dispositif médical. Il faut déclarer, même si vous devez vous apercevez que deux produits sont similaires, que ça peut aboutir à une source d'erreur, comme par exemple ici on a métronidazole, paracétamol, où les bouchons sont tout à fait les mêmes et même les flacons sont très ressemblants. Des fois, nous avons des flacons qui se ressemblent parfaitement, comme nous en avons eu entre l'adrénaline et la vitamine K. Là, le CNPM est dans l'obligation de contacter le laboratoire fabricant, le ministère de la Santé, pour mentionner qu'il y a un problème de ce genre et que le fabricant soit dans l'obligation de faire des modifications afin qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc, comme je disais, déclarer tout ce qu'il y a comme problème suite à l'utilisation de réactifs, plantes médicinales, cosmétiques, compléments alimentaires, etc. Alors, comment on va gérer les notifications? Comme on l'a toujours dit, tout doit parvenir au CNPM, c'est-à-dire que toutes les notifications d'effets indésirables, que ce soit médicaments, vaccins, dispositifs médicaux, doivent parvenir au CNPM. Et c'est à ce moment-là que
qu'il y a une gestion de ces notifications. Si l'effet indésirable n'est pas grave, on prend cette information comme notification. Si l'effet est grave ou trop fréquent, nous organisons une pré-enquête. Le CNPM, grâce au personnel, il doit faire une enquête au niveau hospitalier, public ou privé, le contact des collaborateurs techniques régionaux, des praticiens extra-hospitaliers, publics ou privés, afin de faire une évaluation d'un lien de causalité et pour voir la reproductibilité de l'effet indésirable. Donc, si réellement il y a un lien de causalité, il y a une réunion avec le comité ad hoc qui est réalisé. Ce comité ad hoc est composé de personnes qui représentent le centre de pharmacovigilance, représentent le ministère de la Santé, la PCH, la prévention quand il s'agit d'un vaccin, les notificateurs eux-mêmes, donc les personnels de la santé, ainsi pour pouvoir aboutir à à une réponse à nos questionnements, afin de pouvoir faire un compte rendu et pour confirmer et savoir ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a juste des recommandations d'utilisation ou carrément, quand le cas est grave ou trop fréquent, demander le retrait du numéro de l'eau ou alors le retrait de toute la molécule. Et un compte rendu est envoyé au ministère de la Santé, à l'Agence du médicament, à la prévention, afin de pouvoir appliquer ce qui a été mis en accord avec ce comité ad hoc. Concernant les MPVI, on a toujours dit tout doit être signalé, que ce soit les effets locaux, généraux ou autres, s'il y a un choc anaphylactique, choc toxique, etc. Donc, la fiche de vaccinovigilance, vous l'avez. Donc, il y a 3 parties à compléter. La partie concernant le patient avec sa date de naissance, son téléphone, pour que l'on puisse le contacter si l'effet indésirable est grave ou pour avoir des informations sur l'évolution de son état. Nous avons le notificateur, son adresse, son téléphone, afin que l'on puisse le contacter si nous voulons plus d'informations. Puis, nous avons la partie vaccin, le vaccin qui a été utilisé, le fabricant, la date et l'heure de la vaccination, la dose, est-ce que c'est la première, deuxième, la voie d'administration, le point d'injection, le numéro de l'eau qui est très, très important, la date de péremption. Et là, on a essayé de mettre tous les effets indésirables qui peuvent survenir suite à une vaccination pour que cela soit facile, pour que vous ne fassiez, pour juste que vous ayez à cocher la case qui corresponde à l'effet indésirable. Si vous ne retrouvez pas l'effet indésirable, nous avons autre emplacement à préciser. Il y a ensuite le traitement reçu de la réaction indésirable. Est-ce que vous avez traité, pas traité? Est-ce que ça s'est résolu tout seul? Est-ce qu'il y a une hospitalisation ou pas? S'il y a une hospitalisation, quel hôpital il s'agit? Ensuite, l'évolution. Est-ce que c'est en voie de guérison? Est-ce que c'est guéri? Est-ce qu'il y a des séquelles ou pas? S'il y a eu décès, la date du décès, est-ce qu'il y a eu autopsie? Oui, non. Ou alors, si on a les résultats de l'autopsie, c'est intéressant de la mettre sur la fiche de déclaration. Alors, on a essayé de faire la fiche la plus simple. Si vous avez si vous avez un détail qui vous embête avec cette fiche, nous sommes là pour essayer d'améliorer et de mettre à votre disposition une fiche facile à utiliser et qui ne soit pas un obstacle à la déclaration. Parce que nous constatons qu'il y a une sous-déclaration fondamentale. C'est pour ça que j'insiste sur la fiche de déclaration. Si elle vous semble trop compliquée, les suggestions sont les bienvenues pour améliorer cette fiche.
Alors, comment on peut déclarer? Bien sûr, sur cette fiche de déclaration, il y a sur support papier, on a reçu pas mal de fiches par fax, alors par mail aussi, et le site web. Donc, nous avons cette fiche qui est sur le site web. Certaines wilayas nous remplissent directement sur le site web. C'est très intéressant, c'est rapide. Et on a aussi le Facebook. Alors, s'il vous plaît, en l'absence de tout effet indésirable, la nécessité de déclarer le cas zéro, parce que pour nous, c'est important pour savoir est-ce que réellement il n'y a pas d'effet indésirable ou alors il y a eu ou ça n'a pas été fait. Alors, le circuit de la déclaration, c'est à partir des centres vaccinateurs, le médecin du travail, DSP, CHE, EPH, peuvent déclarer directement au CNPM. Le patient aussi peut déclarer au CNPM. Et à partir de ça, nous faisons chaque semaine un récapitulatif que nous envoyons à la direction de la prévention. Nous envoyons aussi à l'Institut Pasteur, à l'agence, pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il y a comme information, c'est-à-dire, je veux dire qu'il y a une transparence totale sur vos déclarations. J'insiste sur une chose, c'est que des fois, nous recevons des déclarations qui datent d'il y a 6 mois. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir des déclarations semaine par semaine pour que l'on puisse voir exactement le nombre de notifications et pouvoir suivre exactement ce qui se passe sur le terrain. Alors là, nous avons je vous donne la répartition des MPVI par type de vaccin. Et là, vous voyez des chiffres qui sont très, très, très bas. Les notifications sont vraiment en dessous de la réalité. Donc, ça fait depuis le 30 janvier 2020, nous avons commencé la vaccination. Alors, nous avons 3851 notifications depuis le 28 novembre. Donc, ça, c'est très, très bas. Par exemple, quand vous voyez avec le Sputnik, nous avons le plus grand nombre de notifications, tout simplement parce que ça a été le premier à être utilisé. Sur 389 848 doses utilisées, nous n'avons que 1933 notifications. Sur Covishield, donc 1 374 989 372 doses. Pour le Sinopharm, sur 538 102 doses, on a 310 notifications. Pour le Sinovac, 9 678 552, on a 193 notifications. Pour le Janssen, le dernier, 126 552 doses, nous n'avons que 43 notifications. Alors que si on compare avec d'autres pays, par exemple, pour l'AstraZeneca en France, pour 7 797, pratiquement 8 millions de doses, ils avaient déjà 27 166 notifications. Ça ne veut pas dire qu'en Algérie, on supporte très bien les vaccins et qu'on n'a aucun problème. C'est tout simplement parce qu'on ne notifie pas. Bon, ça fait un travail supplémentaire, mais la notification est tellement importante pour la protection du citoyen, d'autant plus que ce sont de nouveaux vaccins que nous utilisons. Et par exemple, pour les troubles des menstruations, ça a été des effets indésirables qui n'étaient pas connus avant l'utilisation ou la vraie vie du vaccin. Ça a été rajouté sur le RCP du vaccin AstraZeneca et les autres vaccins aussi qui ont provoqué cela. Donc, pour vous dire que ce sont des notifications qui sont importantes pour la mise à jour aussi des RCP. RCP, ça veut dire résumé des caractéristiques du produit du médicament ou du vaccin. Donc, pour compléter une notice ou un RCP, il nous faut des données, il nous faut des remontées de notifications pour que l'on puisse savoir s'il n'y a pas eu de signaux non plus. Parce qu'il y a eu aussi des paresthésies qui ont été rajoutées au niveau des RCP et des vaccins. Donc, toutes ces notifications
sont très importantes. Vous me direz fièvre, frisson, c'est pratiquement pour tous les vaccins, mais si vous nous envoyez frisson, fièvre, nous avons aussi la fréquence de ce type d'effet indésirable, même si ça paraît anodin. Donc, c'est primordial. Un autre exemple pour le Janssen, jusqu'au 11 novembre, il y a eu en France 11 millions de doses utilisées. Il y a 1045. Donc, nous sommes, vous voyez, à 43 notifications, chose qui est vraiment, vraiment en dessous de ce qui se passe dans la réalité. Autre chose, en général, nous avons reçu des notifications de première dose. Ça veut dire qu'au moment où vous recevez vos patients pour la deuxième dose, vous avez l'information de ce qui s'est passé la première fois. Et au cours après la deuxième dose, nous avons très, très peu d'informations parce qu'en général, si le patient ne revient pas avec un effet indésirable grave, on le perd de vue. Et ça, ce sont des informations qui sont importantes à avoir pour voir s'il n'y a pas d'effet indésirable nouveau, pour voir s'il n'y a pas de signaux dans le cadre des effets indésirables. Donc, en général, les MPVI n'ont pas été graves. Quelques cas, nous avons eu en Algérie des zonas, des infections, des septicémies, et on sait très bien que les vaccins, ils restimulent les virus sous-jacents. Voilà, donc la vaccination, en plus des mesures barrières, reste les meilleurs moyens de se protéger contre la maladie du Covid-19. Les déclarations sont essentielles afin d'avoir une meilleure visibilité sur les effets indésirables. Et c'est à vous, vaccinateurs, d'être convaincus pour convaincre les citoyens pour se faire vacciner. La majorité des hospitalisations et des décès qu'il y a eu déjà, nous savons qu'il y a la cinquième vague en Europe, les hospitalisations et les décès, ça a été plutôt les gens qui n'étaient pas vaccinés. Donc, le bénéfice est beaucoup plus grand que le risque et je vous remercie. Pardon, madame, vous êtes là-bas, il y a quelques questions qui vous concernent directement, donc peut-être qu'on va pouvoir. Est-ce qu'on doit notifier une fièvre non chiffrée et de la fatigue? Le micro, il ne marche pas. Oui. Oui, alors, la question est, est-ce qu'on doit notifier une fièvre non chiffrée et la fatigue? Nous recevons fièvre non chiffrée et fatigue, ça c'est à notifier aussi. Comme ça, nous avons une idée sur la fréquence de ces fièvres, nous avons une idée de cette asthénie. Alors, on te demande quel est le délai pour dire qu'il s'agit bien d'une MPVI, et pas d'une autre maladie. Alors, dans la littérature, vous voyez que le suivi d'un vaccin, on parle de vaccin anti-Covid, ça va jusqu'à 2 ans. Le suivi, c'est jusqu'à 2 ans. Mais bien sûr, ça va aller au-delà parce que ce sont des médicaments qui peuvent, ce sont des vaccins qui agissent sur l'immunité. Donc, on peut avoir peut-être des perturbations ou des maladies auto-immunes longtemps après. Ça, il faut toujours faire une remontée de l'information pour que l'on puisse avoir une idée s'il y a peut-être une recrudescence d'une maladie auto-immune. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'information jusqu'à 2 ans après la vaccination. Donc, tu dis bien, puisque la même question est reposée d'une autre manière, le délai de déclaration de MPVI est-il limité dans le temps? Pour l'instant, on va déclarer même ceux qui sont survenus après 6 mois. Donc là, on n'a pas assez de recul. Mais si on aura probablement à intégrer ce vaccin comme le vaccin antigrippal. Bon, ça
je me dis, bon, c'est un virus, peut-être que ça va être intégré comme l'antigrippal, et donc ça va être un suivi au long cours et jusqu'à plusieurs mois après la vaccination. Alors, plusieurs intervenants, enfin, un intervenant te dit que ta fiche de déclaration, que votre fiche de déclaration pour les MPVI est parfaite. Mais plusieurs intervenants déplorent le fait que les confrères ne déclarent pas les MPVI. Oui, c'est les praticiens qui ne déclarent pas. Oui, Oui, c'est pour ça qu'on demande les numéros de téléphone pour activer les choses. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture. On n'a pas l'habitude de, même pour les effets indésirables des médicaments, nous sommes là à les suggérer. C'est vrai que on est là pour stimuler, pour booster la déclaration, et c'est à vous aussi de booster, d'essayer de recontacter les gens et pour démontrer à quoi sert cette déclaration. Imaginons qu'on ait des accidents graves. Nous ne sommes pas sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Il y a des accidents graves qui ne remontent pas. On va continuer à utiliser le produit sans problème. Nous ne sommes pas au courant. Alors que si ce type de notification parvient, si toutes les notifications parviennent, nous pouvons détecter les cas très graves et nous pouvons éventuellement retirer un numéro de lot, comme ça se fait pour les médicaments. Nous avons eu à retirer des numéros de lot de certains médicaments, par exemple des anticancéreux, des médicaments autres qui sont utilisés régulièrement, tout simplement par le recueil de ces notifications. Donc, il y a eu un signal qui a été déclenché et grâce aux enquêtes, grâce au contact avec nos collaborateurs techniques régionaux, nous avions constaté qu'il y avait une recrudescence d'un certain type d'effets indésirables et nous avons pu retirer des numéros de lot et comme il nous est arrivé de retirer la molécule en entier. Donc, si nous n'avons pas de notification, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a en réalité sur le terrain. Merci. On peut aussi dire à contrario que si on déclare tout ce qui arrive et qu'on sait que les déclarations, c'est fiable, douleur au point d'injection, on peut aussi être rassuré sur les vaccins. Et c'est ça le but aussi, c'est de dire que les vaccins, voilà, oui, le bénéfice est beaucoup plus grand. Voilà, ça va dans les deux sens. Hein. Donc maintenant, voilà, on voit l'importance de la communication et d'apporter les informations, les bonnes informations, et de savoir dialoguer, d'utiliser les mots avec les données et tout. Et maintenant, on va parler justement de ce volet très important qui nous manque certainement à tous, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et c'est M. Best aussi qui va nous faire l'avant-dernier module, qui est celui de la communication. Comment on doit communiquer pour arriver à ce que les gens qui ne sont pour l'instant pas motivés, oui, celui-là, adhèrent à la vaccination. M. Best aussi. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, moi je vais parler de la communication, mais je dois m'adresser à vous, c'est-à-dire au personnel soignant. C'est-à-dire que nous, normalement, on doit discuter entre nous pour avoir les idées claires et puis pour pouvoir parler le même langage. Et vous avez vu que comme c'est une maladie nouvelle, nous avons donc des données qui sont nouvelles et c'est des données qui sont variables, très aléatoires d'un moment à l'autre. Et à ce moment-là, lorsque vous lisez, vous risquez de ne pas être satisfait vous-même. Alors, notre objectif, c'est de ne pas de vous convaincre, parce que normalement, vous êtes convaincus logiquement pour l'importance de la vaccination et l'importance de la prise en charge et l'importance des mesures barrières. Mais nous, on doit expliquer et informer, et surtout parler vrai,
ne pas raconter d'histoire. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et puis, pour nous, en tant que médecins, normalement, nous avons l'obligation de moyens, nous devons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'expliquer ce que c'est que la COVID et d'expliquer ce que c'est que la prise en charge et surtout sa prévention. Ensuite, nous n'avons pas l'obligation de leurs résultats comme pour toutes les pathologies. Alors, vous allez voir qu'en fin de compte, lorsque vous vous mettez à lire, et maintenant avec les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations. Énormément d'informations. Et puis, non, ce qu'on appelle maintenant cette information énorme, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est-à-dire que c'est tellement gros que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Donc, ça veut dire qu'il faut lire beaucoup pour retenir peu et voir un peu qu'est-ce que c'est que la tendance et qu'est-ce qui se décide actuellement au mois de décembre 2021. Alors, le grand problème que nous avons, c'est la désinformation. Et cette désinformation, les spécialistes de santé publique ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les messages anti-vaccination, parce que nous, malheureusement, nous avons la culture française et le lobby anti-vaccin, il est puissant dans tous les pays du monde, mais il est particulièrement puissant en France. Donc, ce qui fait que lorsqu'on lit que les documents sur les anti-vaccins, on devient anti-vaccin soi-même. Mais il faut faire attention parce que ça peut avoir un impact négatif sur la vaccination. Donc, les professionnels de santé que nous sommes, nous devons avoir une communication très pédagogique et nous devons être convaincus nous-mêmes pour convaincre les autres et surtout convaincre le grand public. Donc, surtout, s'il vous plaît, lorsqu'on ne connaît pas une chose, il vaut mieux se taire. Et ça, c'est extrêmement important, savoir garder sa langue lorsqu'on ne connaît pas le sujet et ne pas faire des hypothèses physiopathologiques et faire des hypothèses alors qu'on n'a pas de connaissances. Moi, je pense qu'à mon sens, c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans tous les domaines des sciences médicales. Donc, les effets secondaires des vaccinations, et que les gens ne font pas confiance. Parmi le corps soignant, ils ne font pas confiance à ces vaccins. Et puis, il y a même des gens parmi le corps médical qui soulèvent le problème de la fertilité ou le poison, qui a beaucoup circulé, le poison dans le vaccin ARN messager. Ensuite, il y a la théorie du complot qui circule en ligne, comme le prétend que le vaccin contient une micropuce, vous l'avez tous lu, qui prendra le contrôle de l'ADN. Mais bien entendu, si vous avez lu sur le transhumanisme, bien entendu, et si vous avez vu le film sur Cyborg, c'est-à-dire moitié humain, moitié intelligence artificielle, à ce moment-là, oui, vous allez évoluer vers ça. Mais nous ne sommes pas encore ça, nous sommes en train de vivre une maladie, une pandémie, et nous avons la chance d'avoir un vaccin qui a été rapidement retrouvé, plusieurs vaccins d'ailleurs, et à ce moment-là, il faut vacciner. Alors, je voudrais vous parler d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Dunning-Kruger ou l'effet Dunning-Kruger. Et ça serait bien que vous l'écoutiez tous parce que je pense qu'il s'applique parfaitement bien à ce que nous vivons actuellement. Alors, dans les réseaux, les gens, parce qu'ils ont lu quelque chose dans les réseaux sociaux, une ou deux idées, ils deviennent des anti-vaccins. Et puis, la phrase, ce n'est pas ma phrase, mais je trouve qu'elle est très belle cette phrase, plusieurs personnes semblent donc être diplômés de la faculté de médecine de l'université de Facebook. Ça, c'est bien, parce que c'est Facebook, ils l'écoutent à ce moment-là, ils prennent pour argent comptant tout ce qui se dit. Mais l'effet de Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on est ignorant dans un domaine, alors lorsqu'on est ignorant dans un domaine, on a, si vous voulez, une auto-surévaluation de soi-même. On est persuadé qu'on connaît, parce qu'on a lu 2 ou 3 textes. Mais ensuite, on ne fait pas confiance à l'expert. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Ce n'est pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on ne connaît pas, et lorsqu'on ne connaît pas, on a l'impression de connaître. C'est ça le danger. Ensuite, à mesure que vous allez progresser dans les connaissances, vous allez voir qu'en fin de compte, c'est un terrain qui est difficile, et puis vous allez acquérir l'humilité. Et plus vous continuez à lire et à travailler, vous allez acquérir la compétence, et ensuite, à ce moment-là, vous avez l'humilité, vous avez en même temps la compétence,
et vous avez ce qu'on appelle le plateau de consolidation. Il faut bien retenir ce syndrome de Dunning-Kruger parce que vous pouvez être touché par ce syndrome lorsque, par exemple, vous voulez parler avec un plombier, vous ne connaissez absolument rien et vous voulez discuter avec le plombier tout banalement parce que vous ne connaissez pas. Parce que vous avez lu une image, vous avez une technique au niveau de Facebook, vous avez l'impression que vous connaissez ce qui est totalement faux. Alors, parmi les pandémies, ce n'est pas la première pandémie. Regardez un peu les pandémies, dans les plus grandes pandémies. La plus grande pandémie, c'est la peste noire. Il y a eu 200 millions de morts. 200 millions de morts pour la pandémie. Et c'est l'époque d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, par exemple, a perdu toute sa famille dans la pandémie de cette peste noire. Nous, par exemple, si on prend nos ancêtres à cette époque-là, est-ce qu'ils sont morts de peste ou pas? On ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas l'histoire. Ensuite, vous avez la peste de Justinien, vous avez la variole. La variole, c'est vraiment la maladie qui tue le plus et qui a tué pendant longtemps, puisque la variole, ça a entraîné 30% des décès. C'est grâce à la vaccination que nous avons une éradication de la variole depuis 1979. Ensuite, vous avez la grippe espagnole, avec de 50 à 100 millions de morts. Et vous avez le sida. Et actuellement, vous avez le Covid. Et vous avez, avec le Covid et le sida, par exemple en Afrique du Sud, avec le Omicron. Maintenant, on dit, il y a des gens qui sont en train d'émettre l'hypothèse que c'est le virus de sida qui peut, lorsqu'ils ont trouvé une femme qui avait un sida, par exemple, et le virus était resté actif dans son organisme pendant 294 jours. 294 jours. Alors, il a le temps de muter. Et ça, c'est un grave danger parce que lorsque vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, ils ont 5,5% de personnes atteintes de sida, c'est-à-dire qu'ils ont 7 500 000 personnes sidéennes. Donc, vous voyez la gravité de la situation. Donc, le VIH va se mêler avec la Covid. Et là, vous voyez quand même que les résultats que nous avons, ça, je l'ai pris il y a 15 jours, à peu près, et vous avez 262 millions de cas dans le monde. Et puis, vous avez 5 200 000 morts. Et puis, vous avez quand même, heureusement qu'il y a beaucoup qui guérissent. Mais il y a 5 millions de morts. Là, une semaine suivante, vous avez regardé les chiffres qui augmentent et vous avez tout à fait en Algérie des chiffres qui sont notre chance, c'est que nous n'avons pas beaucoup de cas, mais il faut retenir, je suis au niveau du ministère de la Santé, j'ai discuté avec le directeur de la prévention et j'ai émis des réserves parce que tous les malades qui font la Covid ne sont pas déclarés. Peut-être que les décès, on arrive à les déclarer, mais pas les cas cliniques. Et vous voyez un peu, on passe en 15 jours de 264 millions, 62 millions à 266 millions, et puis vous avez le nombre de décès qui augmente. Et puis, nous avons actuellement, nous, une réascension, comme vous l'avez remarqué, une quatrième vague, mais qui est en train de monter lentement, mais sûrement. Donc, ça veut dire que maintenant, nous devons, nous, en tant que médecins, je suis en train de parler aux médecins. Je ne parle pas au grand public. Nous devons absolument faire un effort colossal pour qu'il y ait la vaccination du maximum de personnes. Alors, en fin de compte, pourquoi il y a beaucoup d'anti-vaccins? Parce qu'au début, il y avait un recul qui n'était pas suffisamment important, et puis on avait l'inquiétude des effets secondaires. Et puis, il y a toujours les sceptiques. Mais nous avons commencé la vaccination dans tous les pays du monde depuis décembre 2020. Et Mme Loumi a parlé des effets secondaires, mais les effets secondaires, quand même, restent la plupart du temps rares et très souvent bénins. Ne faites pas attention à ce que font les réseaux sociaux lorsqu'ils montent en épingle un cas rare. Bien entendu, on peut avoir des cas rares, mais c'est exceptionnel dans la vaccination. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Lorsque vous faites la grippe, on peut avoir un syndrome de Guillain-Barré, mais combien de Guillain-Barré sur le nombre impressionnant de vaccins contre la grippe que vous avez? Donc, les effets secondaires graves sont très, 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 très rares dans les vaccinations. Et nous, dans le monde pédiatrique, nous savons ça. Par exemple, la rougeole, les gens vous disent, la rougeole, la vaccination n'est pas très importante. Mais lorsque vous voyez la quantité d'enfants qui avaient
la leucoencéphalite sclérosante de Chebegui de Van Bogaert, qui est une maladie fatale, qui est en complication de la rougeole et qui est pratiquement disparue, elle a disparu avec la vaccination contre la rougeole. Alors, et ce qu'il faut retenir encore, c'est qu'avec la vaccination, ce qu'on a remarqué, il y a peu de personnes vaccinées qui développent la maladie. Et en cas de maladie, la plupart du temps, les gens font des formes bénignes ou des formes modérées. Il y a très peu d'hospitalisation pour les cas graves. Et vous avez, je pense que si vous avez suivi un peu les statistiques mondiales, vous avez vu tout à fait au début qu'il y avait beaucoup de décès, particulièrement en Inde, particulièrement au Brésil, particulièrement aux États-Unis. Mais avec la vaccination, les deuxième et troisième vagues ont été beaucoup moins effroyables et vous avez actuellement beaucoup moins de décès. On avait aux alentours de 4 000 à 5 000 décès par jour en Inde. On avait dans les 2 000 à 2 500 décès par jour au Brésil. Maintenant, ils sont aux alentours de 200-300 décès. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, et le décès, ce qui est important, ce qu'on a remarqué, je ne dis pas les choses en l'air, c'est que le décès de personnes vaccinées est nettement inférieur que chez les non-vaccinés. Et vous voyez, je prends à titre d'exemple, vous avez du côté en bleu, vous avez les personnes qui ont fait la Covid, et puis les hospitalisations. Et vous voyez que la dernière vague en France, il y a très peu d'hospitalisations, et je vous ai marqué des flèches, regardez tout à fait à droite, ou bien à gauche, ça dépend comment vous sentez, et vous trouvez qu'il y a de moins en moins d'hospitalisations. Pourquoi? Parce que la plupart des pays, surtout les pays occidentaux, ont été correctement vaccinés. Alors, l'état des lieux, je vais vous donner quelques exemples pour voir un peu. Regardez par exemple pour la population. Nous sommes 7 milliards, presque 8 milliards de personnes dans le monde. 8 milliards de personnes. Et le pays le plus peuplé, c'est la Chine, ensuite l'Inde, ensuite les États-Unis, et ainsi de suite. Je vous ai donné ici les 10 premiers pays. L'Algérie, où elle se trouve? L'Algérie, on a à peu près à 44 millions d'habitants. Et nous ne représentons que 0,55% de la population mondiale. Donc, il ne faut pas croire qu'on soit nombreux. Et c'est pour ça que, bon, je ne voulais pas quand même intervenir. Alors, et je vais vous donner un peu les tableaux des vaccins, selon le nombre de vaccins et de doses administrées au 15 novembre 2021. Et regardez ici, la Chine, par exemple, elle a vacciné 2,3 milliards. Elle a donné 2,3 milliards de doses. Vous imaginez, c'est énorme. Ensuite, vous avez tous les pays, l'Inde, 1 milliard, plus d'1 milliard. Les États-Unis, presque 500 millions de doses. Le Brésil, presque 300 millions de doses. Et vous avez le Maroc qui a donné 48 millions de doses pour un pays qui fait à peu près dans les 37 à 38 millions d'habitants. Et vous avez l'Arabie Saoudite qui a donné, par exemple, comme pays arabe, je soulignerai ça à titre d'exemple uniquement, et qui a vacciné, qui a mis 46 millions de doses. L'Égypte, par exemple, c'est un mauvais élève comme nous. Ils n'ont pas vacciné 100 millions à peu près, et ils n'ont vacciné ils ont donné 30 millions de doses. Nous, en Algérie, nous sommes à peu près entre 12 et 13 millions de doses. Donc, on est en deçà de la vaccination. Et puis, vous avez la Tunisie qui est à côté de nous. Ils sont 11 millions d'habitants. Ils ont vacciné à peu près presque 10 millions de personnes. Ils ont donné presque 10 millions de doses. Je parle de doses, je ne parle pas de la vaccination. Donc, en fin de compte, lorsque vous vous résumez, et ça, je n'ai pas passé tous les pays du monde, mais je passe uniquement dans le monde, vous avez ce qui est encadré. Actuellement, vous avez 7 milliards 480 millions de doses qui ont été données pour la Covid. Et ces éléments-là, quand même, sont importants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaccins qui ont été donnés. Vous imaginez, ça veut dire 7 milliards. Mais regardez maintenant, ça c'est un tableau. Réveillez-vous, le regardez. Regardez ce tableau. Il est intéressant. Et ce tableau-là, il montre un peu les gens qui ont été bien vaccinés. Et regardez par exemple les Émirats arabes. Ça, c'est la vaccination totale. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu 2 doses. Ne parlons pas de la 3e dose. Et vous avez les Émirats arabes unis qui sont en premier. Ensuite, en Europe, c'est le Portugal. Ensuite, vient le Chili.
c'est un pays qui vaccine bien, ensuite l'Espagne, ensuite le Japon, ensuite la France, ensuite le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, l'Inde. L'Inde, ils n'ont vacciné que 25%. Ils ont donné 1 milliard, plus d'1 milliard, mais ils sont très nombreux. Ce n'est pas suffisant encore, ça veut dire qu'il faut continuer. Et regardez ce qui est intéressant, regardez le Nigeria pratiquement. Le Nigeria, ils n'ont vacciné que 1,5% de leur population. Nous, à peu près, nous sommes à 4, à 10 ou je ne sais pas, je ne pense pas, moins que 10, peut-être pour les 2 vaccins. Alors maintenant, il y a un problème qui se surajoute à tous ces vaccins. Vous avez la bronchiolite, vous avez les méningites, vous avez les GNA, vous avez les RA, vous avez la coqueluche et la rougeole et d'autres maladies. Ça veut dire que maintenant, on doit être encore beaucoup plus vigilants, nous, les pédiatres, pour pouvoir le vacciner, au moins que puisse vacciner la COVID, pour pouvoir faire la différence entre ces maladies-là et la COVID-19, parce que les maladies se ressemblent, surtout pour la bronchiolite, et ça va être difficile. Donc, l'intérêt pour nous, et c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de discuter sur la vaccination chez l'enfant. Alors, la vaccination est la plus importante et l'acte majeur de prévention. L'acte majeur de prévention, vous avez vu que nous avons oublié toutes les poudres et tous les médicaments qu'on utilisait tout à fait au début. Non, il y a uniquement dans les formes graves, on utilise les corticoïdes et les anticoagulants. Alors, mais les mesures barrières, à mon sens, restent extrêmement importantes. Et méfiez-vous, lorsque vous regardez dans les autres pays, surtout les pays occidentaux, par exemple, lorsqu'ils font des meetings ou lorsqu'ils vont au stade, les gens ne rentrent que lorsqu'ils ont le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé qu'ils avaient les 2 vaccins. Et à ce moment-là, ils peuvent entrer, sinon vous ne pouvez pas entrer. Non, nous n'avons pas ça. Et je pense qu'il faut l'instaurer pour pouvoir essayer de limiter les dégâts. Et puis, vous avez vu autour de vous, même dans le corps médical, dans le corps soignant, vous avez les mesures barrières qui sont moins strictes qu'il y a 1 an. On a oublié le lavage des mains. On a oublié la solution hydroalcoolique, alors que tous les gens avaient la solution hydroalcoolique. Moi, j'ai toujours dans ma poche, elle est là. Ensuite, le port du masque, je l'ai enlevé pour que vous puissiez m'entendre. Et puis, la distanciation physique. Et ces éléments-là sont extrêmement importants. Et puis, le milieu fermé, lorsque vous avez les milieux fermés, il faut vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut appliquer les mesures barrières et surtout faire l'aération régulière. Pour vous rappeler, nous, le corps médical, nous avons perdu quand même 191 médecins qui sont morts de Covid-19 depuis la pandémie. Et puis, la semaine dernière, juste cette déclaration qu'a faite M. Lies Marabot, qui est le président du syndicat des médecins de santé publique, des médecins généralistes, et il dit qu'il y a eu 240 décès professionnels du secteur et plus de 17 000 professionnels qui sont contaminés. C'est quand même énorme. Et on peut éviter ça par la vaccination. Il a ajouté que la semaine donc, du mois d'août et du mois de septembre, il y a 46 professionnels de la santé qui sont morts de Covid, c'est-à-dire le mois d'août, et vous avez vu la catastrophe que nous avons vécue au mois d'août. On espère qu'on ne pourra plus la vivre parce que c'était gravissime. Mais ce qu'il ne faut pas oublier encore, c'est que vous avez 43 à 67% des personnes hospitalisées pour Covid-19 qui ont des atteintes cognitives et temporaires. Et j'ai un ami qui est médecin, qui a actuellement le Covid, et puis lorsque je l'ai appelé, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait les fous? Il m'appelle à 6 heures du matin, quand je l'ai appelé à 6 heures du soir. Oui, alors, quand même, si on peut éviter ça, et si on fait correctement la vaccination, ce serait formidable. Et regardez un peu l'impact de la pandémie sur la santé mentale. On est tous perturbés. Il n'y a pas. Et regardez par exemple la Suède, ils avaient une prévalence de 11% en pré-pandémie. En 2021, ils sont à 30%. Le Mexique aussi. L'Australie, la même chose. Les États-Unis, la même chose. Le Royaume-Uni, la même chose. La France, la même chose. Le Japon, la même chose. L'Italie, la même chose. Donc nous, vous voyez un peu que les gens réagissent de manière un peu impromptue, de manière pas qui est logique.
Et ce n'est pas de la faute parce que c'est l'inquiétude et l'angoisse qui se sont installées autour de nous. Ensuite, il y a la réunion du G20. Mais les G20, c'est les pays les plus riches du monde. Eh bien, les G20 ont reçu 15 fois plus de vaccins anti-Covid par habitant que les pays d'Afrique subsaharienne. 15 fois plus. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à retenir. Et puis, à ce moment-là, les gens du G20 n'ont pas compris que nous sommes, le monde actuellement est un monde, pratiquement c'est un village, et que lorsque vous n'avez pas une bonne couverture vaccinale, c'est-à-dire que si vous ne pensez pas à vacciner l'Afrique subsaharienne, vous allez avoir toujours des contaminations. Pourquoi toujours des contaminations? Parce que nous savons que le vaccin ne couvre pas 80% des cas, et à ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir des contaminations qui vont venir de l'Afrique. J'ai fini, il me reste 2 diapositives. Ensuite, vous avez C'est pas des contaminations et des variants. Et des variants. Oui, j'y arrive parce que je pensais que j'avais dépassé mon temps. Non. Voilà. Alors, vous avez donc le variant Omicron. Je vous ai parlé tout à l'heure du variant Omicron. C'est une grande inquiétude, non pas parce que ça vient de l'Afrique du Sud, mais la grande inquiétude, c'est l'association avec le VIH. Et vous savez, l'Afrique australe, vous avez le Malawi, pratiquement 40% de la population est atteinte du VIH. L'Afrique du Sud, 7,5 millions de personnes sont atteintes du VIH. Et on a remarqué que, comme ils sont immunodéprimés, le VIH vit plus longtemps, et on a vu que le VIH, le Covid chez une femme qui a survécu pendant 294 jours. Et les gens commencent à dire que les mutations, c'est chez ces personnes-là qu'on va les prendre en charge. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir comme a fait Nelson Mandela, c'est-à-dire demander la levée des brevets sur les vaccins, c'est-à-dire que tous les pays soient capables de fabriquer les vaccins et soient capables de pouvoir les distribuer et de manière équitable. Donc, c'est important. Nous, actuellement, ce qu'on peut dire en Algérie, c'est que nous avons les vaccins, mais on se demande pourquoi il y a une réticence, et cette réticence, il faut quand même essayer de la lever, et il faut se faire vacciner, parce que je vous assure que vous avez certainement vu des Covid autour de vous, et moi j'ai eu beaucoup de ma famille qui ont été touchés, et ceux qui ont été vaccinés ont fait des formes beaucoup moins sévères que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et en conclusion, qu'est-ce que je dois dire? Je dois insister encore sur la couverture vaccinale. La couverture vaccinale mondiale, c'est-à-dire que nous appartenons au monde, et vous avez vu que nous représentons que 0,55% de la population. Mais si nous ne sommes pas vaccinés et qu'un Algérien va voyager dans un pays qui est vacciné et il porte le virus, à ce moment-là, il va contaminer les gens qui ne sont pas couverts par le Covid. Et nous, on a vécu ça, nous, dans le monde pédiatrique. Les dernières épidémies de rougeole, vous m'excusez parce que je radote un peu, mais c'est la même chose, vous pouvez transcrire de la même façon. Les vaccins, la rougeole est venue du sud, c'est à l'ouest où il y a eu les premières épidémies, ensuite elle a avancé au nord, et lorsqu'elle entre dans les pays où il y a une densité de la population qui est importante, et à ce moment-là, vous avez des risques d'épidémie. Donc, la couverture vaccinale par pays, et j'ai donné l'exemple de l'Algérie, il faut que toutes les régions d'Algérie soient couvertes par la vaccination, et il faut qu'il y ait une bonne couverture mondiale, et vous savez que la couverture mondiale, surtout en Afrique, elle est nettement insuffisante, même inexistante. Et à ce moment-là, même avec le COVAX, c'est des petits dons de 1 million de doses, ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement des doses beaucoup, des quantités beaucoup plus importantes si on veut sauver la planète. Et puis, avec ça, n'oublions jamais les mesures barrières, parce que ces mesures barrières nous permettent, nous, de lutter contre la COVID-19 et de lutter contre les autres maladies infectieuses. Je ne sais pas si j'ai été justement à peu près persuasif, mais ce n'est pas pour vous convaincre, mais pour que vous soyez imprégnés de l'importance de ces deux choses,
la couverture vaccinale et des mesures barrières. Et je vous remercie. Alors, vous avez été suffisamment convaincant pour que de nombreuses personnes demandent cette conférence pour redynamiser la vaccination. C'est très bien. Donc, ça serait bien pour le ministère de la Santé pour d'être persuasif. Ils pensent que ça leur aidera à être persuasif. Je vous ai persuadé. Et un autre point, très haute considération à notre cher professeur Benchen aussi. Merci beaucoup. Voilà, on vous transmet. Très bien. Donc maintenant, on va passer au dernier point avant de reprendre les questions après, la fin, qui est les questions-réponses. Donc, Mme Hala va peut-être reprendre des choses qui ont été dites à travers les questions-réponses en actualisant le fichier. Voilà, il faut que vraiment ne jamais rater une occasion de vacciner quelqu'un. Essayer à chaque rencontre avec n'importe quelle personne, où qu'on soit, poser la question si elle est vaccinée, si elle n'est pas vaccinée, lui poser la question pourquoi tu n'es pas vaccinée, quelles sont tes craintes, répondre à ces questions pour lever les obstacles à la vaccination. Communiquer. Non, non. QN. Voilà. Alors, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, il n'y a pas de filtre. On va les corriger pour la fin parce qu'elles ne correspondent pas à la personne qui a parlé. C'est-à-dire qu'on a essayé de poser des questions, quand elles correspondaient, on les mettra à la fin si elles ne sont pas comprises dans la question de Mme Becker. Oui. Alors, oui, justement, on a vu qu'il y avait, donc on a colligé les questions. Personnellement, j'étais en train de colliger vos questions. Donc, celles auxquelles on a répondu dans ce Q&A, ces questions-réponses, eh bien, nous allons vous y répondre tout de suite. Il y en avait qui intéressaient des chapitres particuliers. Donc, on a voulu les poser à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas une dichotomie entre ce qu'on dit. Et puis, il y en a d'autres que nous avons corrigées et auxquelles nous répondrons à la fin. Donc, il y aura des réponses à toutes les questions pour lesquelles on peut répondre. Parce que n'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'un vaccin et d'une maladie, d'ailleurs, relativement nouvelle. En tous les cas, l'OMS l'appelle toujours la nouvelle pandémie Covid-19. Donc, elle est encore relativement nouvelle par rapport aux maladies qui durent depuis des siècles et des millénaires. Et nous n'avons pas des réponses à toutes les questions et nous n'avons pas non plus des réponses à toutes les questions pour la vaccination. Vous avez vu comme la situation a évolué en peu de temps et il y a donc des réponses qui sont un petit peu différentes et même parfois vous avez dû écouter un petit peu les médias qui sont un petit peu différentes selon les personnes qui parlent et bien sûr, des fois, les réponses viendront ultérieurement. Donc, toutes les questions n'ont pas leur réponse actuellement. Donc là, on vous rappelle les buts de la vaccination contre la COVID-19. Bien sûr, c'est prévenir, comme on vous l'a martelé déjà plusieurs fois, les maladies graves et les décès. C'est de réduire la circulation du virus parce que c'est important pour nous tous de revenir à une vie normale, entre guillemets, ou presque normale en tous les cas, et aussi de maintenir les capacités de fonctionnement du système de santé parce que vous avez vu la difficulté ou la catastrophe qu'a été la troisième vague quand le système de santé a été débordé. Et réduire la circulation du virus, elle est importante pour revenir à la vie normale, mais c'est aussi important, réduire la circulation du virus, ce n'est pas juste uniquement la vaccination, c'est aussi les mesures barrières, comme on nous l'a dit, parce que ça permet de diminuer les risques de mutation, et ça, ce n'est pas un des moindres risques. La deuxième question, c'est est-ce que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs? Parce qu'une des raisons
pour lesquels nos concitoyens s'inquiètent, c'est parce qu'ils pensent parfois que ces vaccins ne sont pas sûrs. Et si quand même ces vaccins sont approuvés par l'OMS, c'est parce qu'ils ont respecté les étapes pour devenir des vaccins performants, mais également sûrs, sans danger pour les citoyens. Vous voyez que les vaccins, j'ai encadré en rouge les vaccins que nous avons à notre disposition, et vous voyez que ce sont des vaccins qui ont été approuvés par l'OMS. Le vaccin Sputnik V, certes, ne l'a pas encore été utilisé, mais il a été approuvé pour utilisation après avoir été testé sur des dizaines de milliers de personnes, et ces essais de phase 3 ont été communiqués dans des revues internationalement reconnues, et il attend son approbation par l'IME et les agences européennes, et aussi par l'OMS. Comment est-ce qu'on contrôle justement cette sécurité vaccinale? Eh bien, Madame Loumi, c'est Madame le professeur Loumi, puisque vous avez demandé qui était l'orateur qui vous a parlé de pharmacovigilance. C'est la directrice du centre de pharmacovigilance, et c'est le professeur Loumi. Donc, elle vous a montré qu'il y avait une surveillance permanente pour peu que vous lui rapportiez justement ces effets indésirables. Donc, elle ne peut pas les découvrir, ils ne peuvent pas les découvrir tout seuls. Il faut que nous, tous les praticiens, nous lui rapportions. C'est la déclaration donc se fait par les professionnels de santé. Et pour la COVID-19, bien sûr, comme c'était un nouveau vaccin, la stratégie de surveillance a été reportée. A été renforcée, pardon, et ces réactions indésirables, même celles qui sont subjectives, est-ce qu'elles doivent faire l'objet d'une déclaration comme manifestation post-vaccinale indésirable? Alors, MPVI, quelqu'un l'a demandé, c'est manifestation post-vaccinale indésirable. Oui, tout doit être déclaré, même s'il est subjectif. Et c'est le centre de pharmacovigilance qui va faire le lien de causalité et qui va dire si c'est dû à la vaccination ou à d'autres réactions. Alors, une autre question qui s'est posée souvent, est-ce que je dois continuer à respecter les mesures barrières même après avoir été vacciné? Ça, c'est les questions aussi que ces questions-réponses, elles se veulent à la fois les questions que nos confrères se posent et les questions que nos concitoyens nous posent. Donc, est-ce que je dois continuer à respecter les mesures barrières? Oui, il faut les respecter parce que la vaccination, elle permet de protéger contre les formes graves et les décès. Elle permet bien sûr de diminuer la transmission, mais pas totalement, et il faut continuer à respecter les mesures barrières. C'est les deux, on a besoin de 2 pieds pour être debout, et on a besoin de ces 2 piliers que sont la vaccination et les mesures barrières pour prévenir l'infection COVID-19. Alors, beaucoup de gens se sont posé la question, la vaccination peut-elle me donner la COVID-19? Et vous la posez certainement. Et on peut répondre tout de suite non, puisque le vaccin ne contient pas de coronavirus. Il ne contient pas le virus SARS-CoV-2. Donc, il ne peut pas nous donner la COVID-19. Au bout de combien le vaccin agit-il? Les gens se posent encore la question. Le vaccin commence à protéger après la première dose, mais insuffisamment, incomplètement. Et il faut donc recevoir la deuxième dose, et c'est pour ça qu'on les appelle les 2 doses de primo-vaccination, et les délais entre les 2 doses, vous le savez qu'elles sont différentes entre les vaccins. Et on peut également, est-ce que je peux contracter la COVID-19 après la vaccination? Oui, mais en général, ce sont des formes qui ne sont pas graves, qui ne sont pas mortelles, et c'est des formes qui sont moins sévères. Et en plus, si vous avez juste reçu la première dose de vaccin, le délai quand même
pour il soit efficace, pour qu'il y ait un certain degré d'immunité, c'est 10 à 14 jours. Et donc, vous pouvez très bien avoir contracté la COVID-19 à ce moment-là. Et la question suivante est donc, dans ce cas-là, est-ce que je dois faire la deuxième dose? Oui, il faut la faire, la deuxième dose, mais elle doit être reportée entre 3 et 6 mois. Ensuite, est-ce que si j'ai déjà eu la COVID-19 sans avoir, je pense que j'ai mis la COVID-9, j'ai changé son nom, c'est la COVID-19, est-ce que je dois être vaccinée? Oui, il faut la vacciner parce que parfois, après la maladie, l'immunité est insuffisante et elle peut ne pas durer assez longtemps. Donc, la vaccination va agir comme un rappel, elle va la renforcer et il faut vacciner après 3 à 6 mois. Donc, et pour le moment, l'Algérie, en cas d'antécédent de COVID-19, recommande, comme l'OMS, de faire donc les 2 doses de vaccin contre la COVID-19. Bien sûr, je vous ai dit, toutes ces choses-là pourraient éventuellement changer. Mais pour le moment, on recommande de faire les 2 doses, seul le délai change. Quelle est la durée de la protection? Eh bien, le recul, il est plus long. On sait maintenant qu'il peut y avoir une baisse des anticorps antiprotéines S et aussi des anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2 dans les 6 mois qui suivent la vaccination. Et c'est pour ça qu'on recommande donc de faire une dose de rappel qui est la 3e dose. Alors voilà, Madame Boukari va peut-être me reprocher de dire la 3e dose, mais je sais que c'est ce que vous disent vos patients. C'est une dose de rappel, certes, c'est vrai. Et c'est pour ça que cette dose de rappel, comme je vous l'ai dit, une 3e dose de rappel, est indispensable pour maintenir une bonne immunité, une immunité de niveau suffisant. C'est parce qu'il y a une baisse de cette 3e dose. C'est pour qui? C'est pour, en priorité, moi je vous dirais que c'est bien sûr pour les personnes âgées, pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques et pour les personnes exposées, comme le personnel de santé qui serait déjà bien de se faire vacciner par les 2 premières doses, et pour le personnel de l'éducation, mais dans l'instruction, on nous dit bien que toute personne qui souhaite recevoir cette 3e dose est éligible à cette 3e dose. Le délai est d'environ 6 mois après la 2e dose, mais c'est 5-6 mois, hein, ce n'est pas incompressible, ce n'est pas forcément 6 mois. Donc, et avec quel vaccin? Eh bien, avec le vaccin dont on dispose. Si c'est une vaccination hétérologue, il n'y a pas de problème sur cet aspect. On peut faire le même vaccin ou un vaccin hétérologue selon les disponibilités. Et il y a beaucoup de gens, on a entendu beaucoup de gens nous dire dans les médias, partout, est-ce que l'immunité par l'infection naturelle est-elle plus solide que l'immunité post-vaccinale? Alors, je vais me laisser contaminer par la maladie. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la maladie, elle peut tuer, hein, ou vous emmener en réanimation. Donc, il faut le dire aux patients de cette manière. Eh bien, la protection d'une personne qui a fait l'infection, elle varie d'une personne à l'autre. Elle est des fois très forte et des fois moins forte. Elle est plus que celle produite par l'infection. Et donc, comme elle varie d'une personne à l'autre, elle est moins prévisible que l'immunité qui est donnée par la vaccination. Donc, dans tous les cas de figure, il faut absolument, je ne dis pas il vaut mieux, moi je vous recommande absolument de recommander à vos patients de se faire vacciner. Et dans les 2 cas, cette immunité, elle peut diminuer de façon assez détectable avec le temps. Et c'est pour ça que la dose de rappel est intéressante parce qu'on est potentiellement prédisposé à avoir une réinfection. Est-ce que les vaccins sont interchangeables? Eh bien, oui, on peut. Les vaccins, ils le sont. Ils sont interchangeables. On vous a dit qu'il y avait des possibilités. Mais la vérité, c'est que dans les schémas vaccinaux, dans un programme de vaccination, il vaut mieux vacciner par le même vaccin. Donc, c'est dit encore,
dans nos recommandations qui ne sont pas interchangeables lors de la primo-vaccination. Mais si ça devait l'être, si vous n'avez pas de vaccin, et je répète encore une fois, si vous étiez en train de dire que vos doses d'AstraZeneca risquaient de se périmer et alors vous n'alliez pas utiliser la première dose, si il faut les utiliser, parce qu'en réalité, malgré l'instruction qui existe encore dans notre pays, les vaccins sont interchangeables. Moi, je vous ai mis ce qui se dit dans les recommandations actuelles, mais je pense que vous avez raison, vous l'avez dit. Il faudrait changer l'instruction et évacuer ce problème d'interchangeabilité. Alors, est-ce que les vaccins, les gens se posent souvent la question, est-ce qu'ils contiennent des adjuvants? Il faut savoir que les vaccins qui sont des vecteurs viraux, qui reposent sur des vecteurs viraux comme le Sputnik, l'AstraZeneca, le Janssen, et les vaccins ARN messagers ne contiennent pas d'adjuvants. Les vaccins inactivés, comme les vaccins chinois, ils contiennent un adjuvant qui est l'hydroxyde d'alumine. Mais il faut se rappeler que l'hydroxyde d'alumine, il est en quantité infinitésimale. Il ne peut pas donner d'effets secondaires. En tous les cas, il ne peut pas donner d'allergie, puisqu'il donne plutôt des douleurs au point d'injection, mais pas un taux accru d'allergie que ce vaccin, qui est donc un vaccin qui contient un adjuvant. Alors justement, la question qui se pose souvent, si j'ai déjà des allergies, est-ce que je peux recevoir la vaccination COVID-19? Oui, si vous avez de l'asthme, il vaut mieux même recevoir la vaccination COVID-19. Si vous avez une rhinite allergique aussi, ce n'est pas une contre-indication, ou toute autre allergie. Les contre-indications, c'est quand on a une allergie à une composante du vaccin. Donc, c'est normal que la deuxième dose à ce vaccin, elle ne soit pas une réaction de type anaphylactique, elle ne soit pas, elle soit contre-indiquée. Si on a fait une réaction anaphylactique à un vaccin, quel qu'il soit, donc on regarde les composants de ce vaccin, donc, et on ne va pas refaire la deuxième dose avec ce vaccin. C'est tout à fait normal. Là, il faut, quand on a une réaction anaphylactique, il faut d'ailleurs se rapprocher des médecins et consulter pour voir comment on peut se faire vacciner. Est-ce qu'une personne qui est allergique à la pénicilline peut se faire vacciner? Cette question, elle se repose souvent. Il n'y a aucun de tous les vaccins dont nous avons parlé qui contiennent de la pénicilline. Et donc, oui, on peut faire la vaccination COVID-19 chez un allergique à la pénicilline. S'il y a eu une réaction légère ou modérée, donc ce n'est pas une réaction anaphylactique, on ne va pas revenir à la définition de l'anaphylaxie, qui est la réaction dans deux organes différents. Si on a eu donc une réaction non anaphylactique après l'administration précédente qui suit la vaccine COVID-19, est-ce qu'on peut avoir l'autre injection de primo-vaccination de rappel? Oui. On peut vacciner une personne qui a une réaction légère, mais il faut deux choses. Il faut évaluer les bénéfices-risques. Donc, si vous pensez que ce n'est pas vous qui pouvez les évaluer, mais un allergologue, il faut demander à un ami ou un autre confrère. Et il faut avoir le consentement éclairé du patient. Il faut quand même lui expliquer la situation. La troisième condition, s'il a une réaction légère et que vous l'avez vacciné, il faut le garder plus longtemps. Il faut avoir une surveillance plus pointue. Il ne suffit pas de le garder dans un coin, il faut le surveiller réellement et ne pas le lâcher avant de l'avoir bien réexaminé. Est-ce que je peux recevoir la vaccination COVID-19 en même temps que le vaccin antigrippal? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le professeur Boukari vous y a répondu. Oui, l'OMS avait déjà répondu que c'était sans danger. Ça a fait l'objet d'une instruction du MSPRH. Alors, je vous rappelle ce qui est écrit là aussi, c'est que les deux campagnes de vaccination doivent être menées de front pendant la période automno-hivernale et que la co-administration de ces deux vaccins ne comporte aucun danger et qu'il n'y a pas de délai à respecter. Alors, j'avais vu une question, c'était et si une personne refuse? Eh bien, on ne va pas être obtus. Elle veut
se faire vacciner, on ne peut pas forcer les gens, hein, on ne peut que recommander aux gens pour ne pas les faire revenir deux fois. Mais si une personne, elle veut se faire vacciner contre la COVID-19 et se faire vacciner quelques jours après le vaccin antigrippal, elle refuse de faire les deux vaccins en même temps, on ne peut pas l'obliger, naturellement. Il ne s'agit pas de l'obliger. Oui, et il faut commencer, bien sûr, par la vaccination COVID-19 parce que c'est quand même l'infection qui est la plus grave. Comme toujours, pour tous les vaccins, quand la personne refuse la co-administration ou quoi que ce soit, il faut toujours commencer par la maladie la plus grave. La vaccination Covid, elle répond aux règles de la vaccinologie, hein, comme tous les vaccins. Hein. Est-ce qu'on doit évaluer l'état d'immunisation? Ça se pose souvent et c'est nos confrères paramédicaux et médicaux. Est-ce que je dois vérifier à travers un titrage des anticorps anti-Covid-19, c'est-à-dire, pour parler en termes plus simples, est-ce que je dois faire une sérologie avant de me faire vacciner? Non, ce n'est pas nécessaire. Comme pour tous les autres vaccins d'ailleurs. Hein. Tout le monde vaccine ses enfants sans essayer de demander une sérologie. Pourquoi veulent-ils demander la sérologie pour la COVID-19? Et ça a fait l'objet, là aussi, d'une instruction du MSPRH. Alors, qu'est-ce que je dois dire à un de mes patients qui est sous corticoïdes et qui est venu pour se vacciner contre la COVID-19? Alors, je vous rappelle que quand on reçoit une corticothérapie, seul un vaccin par un vaccin vivant atténué est contre-indiqué. Le vaccin anti-COVID-19, ce n'est pas un vaccin vivant. Et donc, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, il faut dire que l'immunogénicité, elle peut être diminuée. Donc, une perte d'efficacité, elle peut en résulter. Et donc, il faut se rappeler de ça. En tous les cas, s'il y a quelqu'un qui a besoin de la dose de rappel, c'est lui. Il faudrait peut-être statuer sur ce sujet, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une corticothérapie a été instituée? Mais il faut lui faire le vaccin. Il n'est pas question, il n'est pas absolument pas contre-indiqué. Il faut au contraire le lui faire et il ne faut pas arrêter les corticoïdes avant de vacciner si cette corticothérapie a été indiquée par le médecin traitant. Ensuite, nous avons été confrontés à cette question, donc elle est rare, mais elle se pose. Est-ce qu'on peut vacciner une personne en insuffisance surrénale? Oui, même si les patients en insuffisance surrénale sont sous hydrocortisone, c'est un traitement substitutif. C'est-à-dire qu'il vise à remplacer la fonction surrénalienne qui est défaillante. Et au contraire, la vaccination COVID-19, elle est particulièrement indiquée chez ces patients. Pourquoi? Parce que s'ils faisaient l'infection, ils vont être déstabilisés du point de vue de la COVID-19. Par contre, il faut se rappeler qu'en cas les patients qui sont en insuffisance surrénale, s'ils ont une survenue d'une réaction au vaccin, c'est-à-dire comme un syndrome pseudo-grippal avec la fièvre, il faut majorer transitoirement les doses d'hydrocortisone comme au décours de tout épisode d'infection. Et ça, c'est pas vous qui leur avez expliqué, c'est leur médecin traitant qui leur a expliqué dans leur éducation thérapeutique. Mais enfin, vous pouvez leur réexpliquer et vous référer à leur médecin traitant. En ce qui concerne les anticoagulants, j'ai l'impression que ça y est, nos confrères, ils ont évacué ce problème et que la voie intramusculaire n'est pas contre-indiquée, elle est absolument nécessaire. Il faut la faire avec des précautions, aiguille fine, une bonne compression manuelle et informer le patient que si il a un petit hématome, c'est sans gravité et il ne faut pas le faire d'INR avant la vaccination. Qu'est-ce qu'il en est pour les malades sous immunosuppresseurs? C'est comme pour les malades pour les corticoïdes, c'est leur action immunosuppressive qui était en jeu en ce qui concerne les corticoïdes. Donc, il faut faire de vaccins vivants atténués. La vaccination COVID-19, ce n'est pas un virus vivant, donc on peut le faire. Et par contre, bien sûr, la vaccination, elle est recommandée, mais elle peut être un peu moins efficace. La question que vous avez posée souvent, est-ce qu'on peut vacciner une femme enceinte ou allaitante? Je les ai mises ensemble. En fait, actuellement, en Algérie, les vaccins vecteurs viraux sont contre-indiqués avant 50 ans. Et ça aussi, c'est une question que vous posez. Ça reste toujours contre-indiqué. Et le seul vaccin dont nous disposons pour cette tranche d'âge, c'est le Sinovac ou le Sinopharm.
Et les vaccinations dans leur RCP pour cette vaccination, ils ont contre-indiqué la vaccination pour cette catégorie de vaccination. Et donc, dans notre pays, elle n'est pas indiquée, en particulier pour les femmes enceintes, parce que pour les femmes allaitantes, il n'y a aucun risque. Et donc, je pense que nous allons demander une recommandation du ministère de la Santé pour elle. Alors, mais l'OMS, elle recommande, elle, de vacciner les femmes allaitantes lorsque les avantages de la vaccination l'emportent sur les risques potentiels. Et donc, les recommandations actuelles algériennes, elles pourraient être modifiées. Pas selon l'évolution des connaissances, parce qu'il y a eu une évolution des connaissances en attendant de changer juste cette RCP. Alors, une dernière question. Donc, on vous a parlé des variants préoccupants et vaccins anti-Covid-19. Parmi ces vaccins, ces variants préoccupants, donc vous voyez qu'il y a une quantité croissante de données, sauf pour le dernier parce qu'il est dernier né. Donc, la plupart des vaccins, ils stimulent suffisamment l'immunité pour conserver une efficacité vaccinale et donc ils préviennent toujours les formes graves et les décès. Et quand même, il faut se rappeler d'une chose, c'est que la vaccination, elle permet une moindre circulation du virus et donc en produisant une moindre circulation du virus, elle diminue le risque d'avoir des mutants, des variants mutants et l'émergence de ces variants. Et donc, la vaccination, c'est un moyen de lutter contre tous les variants en général et les variants préoccupants en particulier. Voilà, je vous remercie. Il y a d'autres questions Oui. 2 minutes, on te dit de reprendre des questions 12 et 13 très rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu noter les réponses. Je ne sais pas ce que c'était 12 et 13. Hein. Alors, voilà, si j'ai déjà eu la COVID-19, est-ce que je dois être vaccinée? On a bien dit que l'immunité, la maladie, elle provoque une immunité. Elle est variable selon les individus. Elle est variable selon la sévérité de la maladie. Donc, oui, et en plus, elle diminue, comme d'ailleurs l'efficacité diminue avec le temps. Donc, oui, il faut vacciner, mais c'est le délai qui change. On recommande d'attendre de 3 à 6 mois. En tous les cas, en période comme ça de grosse circulation, il ne faut pas attendre plus de 3 mois. Hein, ça, c'est clair. Et en Algérie, pour le moment, on recommande encore en cas où on a fait la maladie, c'est les recommandations algériennes que nous devons appliquer, conformément à aux instructions de l'OMS actuelles. On recommande de faire 2 doses. Quand on doit, pas si, quand on doit se faire vacciner par le Covid-19, parce que tout le monde doit, c'est pas si. Alors, Madame Benchana, oui. Si je fais une réaction allergique à la première dose, est-ce que vous me recommandez de changer de plateforme pour la deuxième Plateforme de plateforme vaccinale, de vaccin. De vaccin. De vaccin. Est-ce que vous changez de vaccin? Alors, il faudrait, si c'est une réaction qui est peu grave, à la limite, on peut faire le même vaccin avec les précautions qu'on a dit. Si c'est une réaction grave, il faut il faut demander un avis. Il ne faut pas le faire comme ça. Il faut demander un avis parce qu'il faut voir les composants des vaccins. Et puis, si les vaccins n'ont pas la même composition, ça c'est ma réponse d'allergologue, la vaccination peut être faite avec un autre vaccin qui n'a pas les mêmes composants. Est-ce que s'il a un diabète type 1, je demande une glyquée avant de vacciner? Non. Voilà. Ben oui, non, écoute, je repose des questions. Oui, donc, oui, mais c'est bien. Les gens, ils ont peur pour leurs patients, mais les maladies chroniques, elles doivent être vaccinées rapidement et en priorité. Et on doit vacciner avec le vaccin qui est à notre disposition rapidement, parce qu'il ne faut pas laisser les vaccins se périmer quand des pays ont 1% de vaccination parce qu'eux, ils n'ont pas de vaccin et parce qu'on ne doit pas laisser circuler le virus et on ne doit pas s'exposer à faire une maladie grave. Merci.
c'est surtout qu'on a une couverture vaccinale qui est très, très basse. Oui, Et je ne sais même pas quel adjectif utiliser. exactement. Est-ce que je dois dire c'est une honte? Ben, Est-ce déjà, que je dois dire c'est un scandale? Qu'est-ce tu qu'on dois dire doit que c'est un dire crime. en tant que professionnel de santé? Oui, tu peux dire ce que tu veux. Voilà. Parce On que ce doit n'est être pas le une seul- question de non-disponibilité des vaccins. Les vaccins sont disponibles. On doit être le seul modèle où on a 10% ou 20% de personnes vaccinées alors qu'on a des vaccins et qu'on va les jeter. C'est pense ce qu'on qu'on doit appelle la spécificité algérienne. Exactement, et ce n'est pas une belle spécificité, mais proche de chez Hada. C'est vraiment, on espère vous avoir un peu plus convaincu. Alors, il y a des questions. La notice en russe et en chinois, quel est notre avis? Quel est notre avis? C'est que ça ne devrait pas se poser, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais on peut remonter la question à l'Institut Pasteur qui lui livre les vaccins, que dorénavant, les notices, elles doivent être en français ou en arabe, conformément aux notices des médicaments, puisque le vaccin est un médicament en Algérie. Alors, pour vous poser les questions, si la personne elle veut voyager, elle vient de finir ses 2 doses, on n'a pas atteint 6 mois, le programme de vaccination en Algérie, il est pas fait pour voyager dans les pays selon les modalités du pays. Hein. On n'est pas protégé par le pays vers lequel on va. Eh ben, on va faire des PCR et on va se confiner, là où on va aller. Hein. La politique de la vaccination en Algérie, elle n'est pas faite pour le voyage, elle est faite pour protéger les gens dans son pays. Et si on peut concilier les deux, d'accord, mais quelqu'un qui vient de faire les 2 doses, eh ben, il va faire un autre vaccin avant les 6 mois pour faire le rappel. Alors, par contre, on a pris note qu'il faut une note ministérielle pour les NPV. Madame Lomi, ils l'ont demandé et ils ont raison. Il faut une instruction pour la vaccination hétérologue. On a pris note et on va transmettre. Il faut également préciser un petit peu, et c'est déjà fait, et ça va être transmis, que pour la primo-vaccination, la vaccination hétérologue n'est pas ouverte dans la plateforme et qu'elle est figée. Et je viens de parler avec M. Ben Hamouda, qui est administrateur. Il a figé à la demande de la direction de la prévention. Donc, ça sera transmis pour que maintenant que la vaccination hétérologue est validée, et elle le sera à travers une instruction, que la plateforme ne soit plus figée pour la primo-vaccination, puisque scientifiquement, on peut la faire. Donc, on a pris note de cela. La deuxième dose avant 6 mois, effectivement, c'est aussi figé. On va demander que 5-6 mois, ça soit ouvert parce que 5 mois, c'est scientifiquement également valable. Et pour les moins de 18 ans qui ont quand même été vaccinés, on vous dit que la vaccination chez l'enfant, notamment de l'adolescence, est en cours de discussion. Il va y avoir une prise de position très prochainement et que ce problème va être réglé puisque ça va être élargi à ces populations. Je pense qu'on a fait le tour des principales questions. Il y avait encore des questions sur la plateforme et il me semble que Mme Larinouna vraiment a expliqué un petit peu. Alors, il y a quelqu'un qui vient de poser une question. Il y a une question, c'était récurrent, mais apparemment la personne elle est partie. Elle demande si on a fait 4 doses de vaccin, c'est-à-dire on a fait, par exemple, je vous donne un exemple, moi je sais ce qu'elle veut dire d'ailleurs, cette personne, 2 doses de Sputnik et 2 doses d'AstraZeneca. Comment l'enregistrer? Vas-y, va là-bas. Je ne peux pas enregistrer une question parce que je ne peux pas rêver. C'est quel schéma? Elle va mettre de carte cette personne. Justement, parce que comme ça me dépasse cette question, parce que la personne, généralement, les personnes, qu'est-ce qu'ils font? C'est vrai, j'ai eu même la question. Ils se présentent dans un centre, ils font, par exemple, Sputnik, après ils vont vers un autre centre pour faire notre schéma de vaccination, mais ça me dépasse la réponse. Ils auront probablement 2 cartes de vaccination et 2 QR codes. Mais parce que ça me dépasse, c'est comme parce qu'on ne peut pas multiplier les personnes qui sont vaccinées. Alors, il y a une autre question qui, par contre, est extrêmement pertinente. Il te demande qui c'est qui fait l'enregistrement. Est-ce que c'est le personnel paramédical, des agents administratifs ou des informaticiens? Par rapport à l'enregistrement de la plateforme, chaque centre, normalement, il devrait désigner des personnes à enregistrer sur la plateforme. Toute personne est habilitée à enregistrer sur la plateforme, selon ce que vous avez comme personnel. Par exemple, nous, à Climistus, notre centre, on a désigné une personne spéciale pour faire l'enregistrement, mais à défaut, si la personne n'est pas là, elle est malade, on a sensibilisé tout le personnel à pratiquer cette fonction parce que des fois, on est submergé par rapport à… On n'a pas le temps, on n'a pas le personnel
toute personne est habilitée à renseigner cette plateforme. Ça ne nécessite pas une formation pour préalable. Elle est simple, donc toute personne qui est là dans le service, elle peut faire cet enregistrement. Alors, il y a, puisque je suis là-bas, merci Madame Boukari, Ah, c'est bon. répond à la question, le rappel pour le Jensen, est-ce que c'est 1 mois ou 6 mois après? Donc, c'est un rappel, comme vous l'avez dit. Janssen, c'est un schéma à une dose. Donc, le rappel, il va se faire comme dans les délais impartis au rappel, c'est-à-dire 5 mois à 6 mois après la dose. C'est pour ça que c'est mieux de parler en termes de rappel que de parler en termes de numéro de dose. Voilà, le rappel, son principe, c'est qu'il est au moins 5 mois à 6 mois après la primo-vaccination. Et il faut dire aussi que ce rappel, même si on l'a fait 1 an après, puisqu'il y a une personne qui pose la question, ça ne pose pas de problème. C'est bien de le faire, même 1 an après. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Toute dose effectuée compte. Et donc, on continue et au moment où la personne se présente, eh bien voilà, on ne rate pas l'opportunité de lui dire non, c'est trop tard, non, on doit refaire 2 doses, non, etc. On fait la deuxième dose. On fait la dose de rappel. Madame Larinouna, est-ce que vous pouvez repartir 2 minutes? Il y a une question à Tindouf, bien sûr, pour vous. Enfin, bien sûr. Non. Si, bien sûr, parce qu'elle demande comment faire pour enregistrer les Sahraouis et les militaires. Ouais, ben, même cette question, ça me dépasse. Normalement, c'est pas à moi de gérer tout ce qui est par rapport. On a dit chaque centre de vaccination, parce que les gens qui habitent dans c'est des nomades, etc. Ils sont rattachés à l'UNSP. Donc, oui, mais quand on les a vaccinés, je n'ai pas compris. Non. Un Sahraoui, c'est un nom. Oui, non, c'est un nom sur personne. Normalement, elle a un dossier, elle a une carte de vaccination, elle est rattachée à une structure de santé. Donc, c'est la structure de santé qui devrait l'introduire dans la plateforme. Voilà. Ouais. Même si c'est Tindouf, c'est un Sahraoui qui habite à Tindouf. Elle est rattachée à une structure de santé. Un Sahraoui qui habite à Tindouf, on l'enregistre à Tindouf. Bien sûr, elle est rattachée à une structure de santé. Cette structure de santé, elle a sa plateforme. Donc, c'est. Il y a une question ici. Vous avez répondu, le vaccin Johnson est indiqué uniquement. Oui, j'ai répondu à la personne, oui. C'est le seul pour le Johnson, non. Mais on n'a pas Il n'y a pas de limite d'âge pour le Non. Johnson. Non. Donc, pour le Janssen, il n'y a eu aucune limite d'âge. D'accord? C'est voilà. Donc, le seul pour lequel il y a une limite d'âge qui a été faite pratiquement à l'échelle internationale, c'est le vaccin AstraZeneca. Pour les effets indésirables, finalement, qui sont très rares, parce que cette contrainte, elle a été mise au début, quand les premières complications sont apparues. Et ensuite, il n'y a pas eu de contrainte sur, en tous les cas en Algérie, sur le Janssen. C'est pour ça que c'est une bonne opportunité pour tous les patients qui, justement, ne peuvent pas recevoir l'AstraZeneca. Alors, on pose la question, est-ce que pour la dose de rappel, il y a des contre-indications d'administration? Non, pas plus que pour la première dose. Les seules contre-indications, on l'a dit pour la vaccination, c'est une réaction allergique grave à l'un des constituants du vaccin. Donc, il n'y a pas de précaution ni de contre-indication particulière. Alors, une question pour Madame Loumi. Comment identifier le MPVI si on a une co-administration du vaccin antigrippal et du vaccin anti-Covid? Bonne question, très bonne question, pertinente. C'est les mêmes symptômes à peu près. Hein. On ne peut pas vraiment. Est-ce que c'est important de les identifier à ce point-là? Sauf si c'est des effets très importants. On peut pas. Mais bien sûr, s'il y a des. Oui. Alors, si en cas de co-administration, c'est vrai que pour certains effets indésirables, ça va être les mêmes. Mais pour d'autres,
ceux qui sont signalés sur les RCP, par exemple, on a des manifestations cardiaques, thrombotiques ou autres, on pourra savoir que c'est plutôt le vaccin anti-Covid que le vaccin saisonnier. Donc, ça dépendra du type d'effet indésirable. C'est vrai que certaines personnes vont préférer distancer pour savoir quel, mais c'est une question de pratique. Quand on demande à ce qu'on fasse les deux vaccins en même temps, c'est pratique. La personne va se déplacer pour un vaccin, elle fait le deuxième, il n'y a aucune contre-indication et il vaut mieux se déplacer pour une seule vaccination et ne plus être embêté par la suite. Alors, encore la question, une personne qui n'est pas éligible à la troisième dose qui veut voyager, on ne fait pas des cas pour les gens qui voyagent. Hein. Ben, c'est les RCP en général, pour les gens qui voyagent et qui ne sont pas éligibles. Donc Il n'y a personne qui n'est pas éligible pour une troisième dose. Ceux qui ont fait un choc anaphylactique, par exemple, Mais ils prendront il prendra un autre vaccin. Il prendra soit un autre vaccin. Sinon, en général, quand ils doivent voyager, c'est la PCR qui est demandée en dehors. Voilà, ce sont. Il y a une solution. Si on fait la troisième dose avec Astra ou le Sinovac, est-ce qu'on fait une dose ou deux doses? Non, la troisième dose, le rappel, c'est une dose. La troisième dose, c'est une dose de rappel. Donc, c'est une dose comme on le fait pour les enfants, on ne fait pas deux. Alors, s'il vous plaît, oui, Johnson est en unidose. Donc, si vous avez fait ça, eh bien, vous aurez votre passe sanitaire pour l'étranger, c'est valable. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme des questions. Certificat de vaccination doit être retiré seulement au centre où la première dose a été faite. C'est pour, par exemple, celui qui est plus au sud. Non, le certificat de vaccination, elle vous l'a dit, Madame Lariluna, dès lors que la personne, vous pouvez rentrer, vous avez accès à la plateforme, vous le trouvez, vous pouvez lui faire. Il n'est pas obligé de retourner au sud pour récupérer son certificat de vaccination. Elle l'a déjà dit. Donc, toutes ces questions, elles ont été faites. Donc, je pense qu'on est au terme, on arrive au terme de la séance. Il y a quand même 273 sites qui sont connectés là, actuellement. On vous remercie vivement. On espère avoir répondu aux interrogations. On a pris note de tous les points pour lesquels vous avez donné des notes, des instructions, de ne pas figer la dose de rappel à 6 mois, que l'interchangeabilité pour de la primo-vaccination, on prend note de tout ça, ça sera transmis et rectifié dans les plus brefs délais. En tout cas, nous, on le transmet aux personnes qui sont habilitées à faire ces changements-là, puisque les connaissances scientifiques sont là. Donc, je vous dis un grand merci pour vos énormes efforts, nos chers maîtres. Eh bien, merci à vous et on se donne rendez-vous dès qu'il y aura une nouveauté. On reviendra vers vous pour discuter de tous ces points. Merci à tous.